Hello Léa! Hello, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. bah, c'est moi, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Comme tu le sais, pour remettre un peu de contexte, ça fait quelques mois maintenant que j'évoque, ma santé auprès, de ma communauté et je reçois énormément, de questions, surtout depuis que j'ai dit que j'étais suivie par une biologiste et donc du coup, voilà, ma communauté m'a posé plein de questions et le but, c'est qu'on y réponde, aujourd'hui ensemble, qu'on puisse, voilà, leur, apporter, full valeur sur, leur santé en tant que femme, principalement et donc du coup, bah, pour commencer, est-ce que, tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, pourquoi tu en es arrivée là aujourd'hui? Ouais, parcours un peu atypique. Donc bah, moi, c'est Léa, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis donc médecin, spécialisée en biologie avec une surspécialisation en PMA, donc la procréation médicalement assistée. En fait, au niveau de mes études, j'ai donc un parcours très classique et à côté de ça, je fais, donc de la prévention sur les réseaux, notamment, sur les hormones, la nutrition et la fertilité maintenant. Voilà. Donc quand même vaste sujet, mais avec une spécialité Ouais. et justement, on va peut-être, remettre un peu le contexte de comment on s'est rencontrés. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens, puisqu'en fait, tu me suivais sur les réseaux depuis pas mal de temps et tu as toujours été très passionnée par ton métier, mais en même temps, tu te sentais un peu enfermée et du coup, tu as fait appel, à moi pour, élargir, on va dire, tes possibilités, de business. Est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi à l'époque? Ouais, bah, parce que, du coup, dans mon métier, ça n'allait plus. J'étais dans on était partis en voyage, en fait, avec Romain, du coup, maintenant mon mari, et ça m'a permis, en fait, de voir qu'on était très matrixés, en fait, dans la médecine. Enfin, on rentre dedans depuis, nos 18 ans, on a nos amis qui sont médecins, on a, tout est médecine, en fait, quand on est dedans. Et lors de ce voyage, en fait, j'ai remarqué que, bah, il y avait d'autres façons de vivre. On voyait effectivement des gens travailler dans les cafés, des profs de yoga, des profs de surf et en fait, je me suis dit: «Mais enfin et moi à côté, je bosse dans mon laboratoire de 8 heures à 20 heures sans fenêtre». Bah, enfin, c'est pas ça en fait que je veux, c'est pas ça du tout et bah, le temps que ça chemine et tout, parce que c'est vrai que dans mon entourage, moi, bah, que des médecins avec des parcours au CHU, c'est un peu compliqué de sortir des sentiers, quoi, des sentiers, enfin, tout tracés et bah, en fait, tu as commencé à proposer ton coaching à un moment, je pense, où moi, j'étais prête. J'étais vraiment prête à changer, il fallait que je trouve quelque chose, ça n'allait plus et ouais, c'était le pile le bon moment. Et du coup, je me rappelle qu'on a fait quand même, plusieurs, séances et à la base, il y avait un sujet sur Instagram, le fait d'être médecin et cetera, parce qu'on sait que c'est très, très, très réglementé en France et au final, voilà, au fur et à mesure que j'ai mis en place, bah, mes outils, de coach, on est arrivé à la conclusion que, tu avais une vraie expertise, notamment sur le domaine hormonal et cycle féminin avec le parcours PMA, tout ce qui va être autour aussi des ovocytes, on en reviendra après parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus et est-ce que tu dirais que, du coup, aujourd'hui, tu as une autre vision de la médecine grâce au coaching? Bah, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais quand je suis venue vers toi, je voulais même pas faire de médecine sur les réseaux. Je me rappelle. Je me voyais pas du tout me filmer dans ma cuisine. Justement, parler de nutrition, enfin, je me voyais pas et j'étais vraiment très bien dans le domaine du voyage parce que, bah, on te voit en tout petit et puis tu as le grand paysage derrière et ça m'allait et c'est vrai que je me rappelle, tu m'avais dit: «Mais, tu sais, il y a pas beaucoup de médecins, en fait, sur internet, sur Instagram, sur les réseaux». Théoriquement, on n'a pas le temps. Hem et «Si tu ne le fais pas, quelqu'un le fera avant toi». Je me rappelle cette phrase, elle est restée et je me suis dit: «Bah, c'est vrai, en fait, enfin, j'ai une plus-value dans la médecine, mais pas du tout dans le voyage, enfin, j'ai rien de particulier là-dessus et en médecine, si, on n'est pas beaucoup». Mais ouais, il a fallu un temps pour que ça chemine. Le temps où tu m'as dit cette phrase dont je me rappelle, tu vois? Il a bien fallu 6 à 8 mois pour que je mette en place le premier poste sur la santé. Ouais, je me rappelle, mais on avait fait le post, ensemble. On avait développé aussi, bah, ton produit, ensemble qui aujourd'hui, cartonne.
Justement, est-ce que tu peux, nous en parler un peu? Alors, tu as plusieurs produits, mais il y en a un qui t'a fait, exploser, en fait, sur les réseaux parce qu'après on a mis en place toute la stratégie des reels et là, ça a commencé à vraiment, vraiment prendre, quoi. Mmh. Alors le premier, bah, du coup, c'est sur le cortisol. En fait, le cortisol, moi, ça m'a parlé parce que j'ai personnellement été, je pense, atteinte, bah, de troubles du cortisol, de dysfonction, à ce niveau-là et à la base, je cherchais pour moi. Vraiment personnellement, je cherchais parce que c'est vrai que dans nos études de médecine, on ne nous l'apprend pas beaucoup. Le cortisol, on le survole. On en parle vraiment pour les maladies, donc bah, syndrome de Cushing ou maladie d'Addison, en gros, donc des trucs hyper rares où vraiment tu as des traitements, à prendre, enfin, tu es suivi, voilà. Mais le problème du cortisol, qui touche énormément de femmes maintenant, bah, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on n'en parlait pas du tout et du coup, j'ai essayé de chercher ça un peu de mon côté avec, bah, les publications médicales, aussi aux États-Unis, ils ont une petite avance quand même sur nous. Et je suis tombée sur donc le biohacking. Donc en fait, c'est les hormones qu'on hack tout simplement. En fait, c'est vraiment basé sur le sommeil, la nutrition, le stress et le cycle pour les femmes. Et ça m'a vraiment tout de suite plu. J'ai vraiment développé ça et en fait, en parlant sur les réseaux, bah, tout le monde me posait des questions là-dessus. Et c'est vrai que, bah, du coup, ça a vachement pris. Ouais, ouais, bah, du coup, c'est à la fois, je trouve, hyper niché, mais en même temps, ça parle à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du cycle féminin, mais le cortisol touche aussi les hommes. Oui, oui, oui. Peut-être un peu moins Un que peu les moins, mais femmes, oui, ça le touche, oui, oui, bien mais sûr. ça doit les toucher aussi. Ouais. Et est-ce que, aujourd'hui, tu pourrais dire que grâce au coaching, tu as retrouvé ta passion pour ton métier qui s'était un peu éteinte au moment où tu m'as, contactée? Ah bah, oui, complètement. Quand je t'ai contactée, moi, j'étais même, en fait, en train de faire le deuil de mes 11 ans d'études. Enfin, je m'étais dit: «Bah, tant pis, en fait, enfin, ça sert à rien de se forcer. Si c'est vraiment plus ce qui te plaît, bah, tant pis, tu fais complètement autre chose» et c'est vrai que non, je t'avais contactée justement pour des métiers, en fait, qui me permettaient d'être libre. Libre géographiquement, pouvoir travailler d'où je veux, et bon, bah, j'avais pensé à des métiers sur internet, community manager, Instagram notamment. Mais la médecine, je l'avais carrément mise de côté, en fait. Je m'étais dit: «Bah, tant pis, je fais le deuil, c'est pas grave» et bah, justement, toi, tu m'as dit, «Mais enfin, vous êtes pas beaucoup en médecine, sur les réseaux, ce serait quand même dommage. Tu as une plus-value» et heu et bah, de fil en aiguille, voilà, tu m'as fait repartir vers la médecine. Ouais et en vrai, bah, déjà, je trouve que le sujet était hyper passionnant. C'est là où finalement, je pense que tu m'as contacté aussi parce que je devais renvoyer une image de ce que tu rêvais d'avoir comme vie et puis moi, j'accepte très, très peu de personnes comme tu le sais. Faut qu'il y ait un match humain qui se crée et je trouvais que justement toutes ces thématiques-là, elles étaient, tellement mises sous le tapis, encore plus en France malheureusement, je pense et du coup, je trouvais que ça avait un réel intérêt. En fait, pour moi, à partir du moment où tu as une mission d'intérêt commune de d'aider les gens et d'aider les femmes, c'est que ça doit être mis en lumière, quoi. Ouais et c'est Et ouais, je trouve que du coup, toute cette partie-là, elle est tellement, en fait, je trouve qu'on a des mauvaises informations ou très peu d'informations ou que les femmes ont du mal à s'identifier et c'est difficile aussi, je trouve, quand on est une femme de d'arriver à parler librement de son corps, du fonctionnement de son corps. Bon, moi, j'ai pas de gêne à en parler, on va certainement en parler après parce que du coup, tu me suis aussi dans mon parcours. Mais de se sentir en confiance, c'est très, très compliqué, j'ai juste plein d'amies qui sont enceintes actuellement et elles font des rendez-vous avec des médecins, des sages-femmes différentes et franchement, il y en a, ça les a traumas, quoi. Elles sont en mode: «Mais comment est-ce qu'on peut parler comme ça à une femme enceinte?» À la traumatiser, en mode à la faire culpabiliser parce qu'elle mange trop de sucre, ce genre de choses. Il y a aucune douceur, il y a tu vois, c'est ça qui manque, je trouve et avec toi, tout de suite, quand on a parlé, tu as ce côté doux, tu as ce côté enveloppant que j'adore. Moi, j'ai besoin qu'on me sécurise, comme tu le sais et je trouve que vraiment, c'était aussi quelque chose que tu as et que tu voyais pas parce qu'en fait, c'est inné chez toi, tu vois ce que je veux ouais. dire? Mmh mh. Et je pense que j'ai réussi un peu à mettre ça en lumière en te Ouais. disant: «Non mais Léa, vraiment, tu te rends pas compte du potentiel que tu as. On va le travailler. On va d'abord travailler sur ça et après on travaillera sur la partie stratégie technique, OK?» Non, mais tu as raison. Alors, je vais rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas, bien suivies par des médecins. Alors, il faut aussi savoir que dans nos études, on n'en parle pas. On n'en Ouais. parle pas de tout ça. On parle pas de la nutrition, on parle pas des hormones. Hem, je vais pas généraliser parce que, enfin, voilà, il y a énormément de médecins qui sont très bien aussi. Mais je pense qu'on nous a pas appris cette façon de voir, les choses, de voir,
la femme avec ses hormones et on n'est pas comme un homme, ne serait-ce que on le voit bien dans la nutrition, dans le sport. Enfin, on est censé faire exactement comme eux. C'est pas normal. On est cyclique, nous, on n'est pas du tout comme eux, on n'a pas du tout les mêmes hormones, et c'est vrai que là, ça commence à venir en France et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ouais, ouais. Ça me fait penser à un reels qui a explosé, je sais pas si tu l'as vu, alors c'est vraiment plus côté sport que côté hormonal, mais c'est une nana qui va dans une salle de sport et en fait, elle pose une question à plein d'hommes: «Est-ce que tu as remarqué un truc un peu particulier dans les salles de sport?» Puis les mecs ils captent pas quoi, un truc sur les machines et en fait, sur toutes les machines, sauf les machines pour les fesses, c'est que des hommes qui sont représentés. J'ai même pas remarqué. Ouais, bah, voilà. Oh là là. Et c'est vrai que quand elle a fait cette vidéo, je me suis dit: «Oh waouh, c'est tellement vrai quoi», genre tout est représenté à travers l'homme, alors qu'en fait on n'est pas censé pousser de la même manière quand on fait du sport. On n'est pas censé, bah, ça du coup grâce à toi je l'ai appris et on va y revenir dessus, mais on n'est pas censé faire du sport, notamment quand on a nos règles ou en tout cas pas des sports à haute intensité, ce que moi j'ai jamais fait avant et du coup, bah, je bousillais l'intérieur de mon corps quoi. Donc non, c'est tous ces sujets-là sont hyper intéressants. Mais aujourd'hui, globalement, tu as réussi à développer combien de produits? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie? Est-ce que tu te sens libre? Dis-nous un petit peu comment tu te sens. Ouais, alors, bah, du coup, donc j'ai créé mon premier e-book, le Cortisol Reset. C'est mon produit, mon bébé, il y a maintenant plus d'un an. Et depuis, j'ai aussi parlé de la glycémie. J'ai fait quelques challenges, notamment, sur 7 jours, où j'accompagne, en fait, vraiment les femmes sur, un groupe, donc Discord, où je suis là, en fait, 24 heures sur 24. On se parle dessus. On est un petit groupe, en plus, un petit comité, donc c'est sympa. Et ouais, on s'entraide, on s'envoie les photos, on se pose des questions, ça, c'est génial aussi. Et bah, là, je m'oriente vraiment sur, quelque chose sur, la fertilité. Donc ça va sortir normalement, je sais pas, peut-être à la rentrée prochaine. Je suis là-dessus. Mais bah, du coup, en fait, avant, Instagram, pour moi, c'était juste, un passe-temps, en fait. Et maintenant, ça fait vraiment partie d'une partie de ma vie professionnelle, en fait. Ça doit représenter à peu près 50 maintenant. Trop bien. Donc ouais. Et puis, ça m'a permis aussi, bah, de démissionner de mon boulot, où j'étais salariée, de prendre, donc maintenant j'ai un nouveau, parce que du coup je partage mon temps entre donc Instagram et de la biologie, parce que j'ai quand même pas quitté la biologie. Mais je le fais maintenant en télétravail exclusif. Donc je peux vraiment travailler d'où je veux maintenant. Donc ouais, non, j'ai atteint mes objectifs, c'est trop bien. Je suis trop contente. De toute façon, je n'avais pas de doute que tu allais y arriver et justement, bah, là, les 3 sujets dont tu as parlé, c'est parfait parce que c'est les 3 sujets où j'ai le plus de questions sur mes réseaux. Trop bien. Donc on va commencer par ton sujet, favori slash ton baby, le cortisol. Est-ce que tu arriverais, de façon, entre guillemets «succincte» et pédagogue pour faire comprendre aux femmes déjà ce que c'est que le cortisol? Peut-être comment est-ce qu'on le déclenche? Comment il fonctionne? Quels sont les symptômes? Pour se poser la question, est-ce qu'on peut se faire tester pour ça? Et quelles sont les solutions pour combattre ça? Et si on le fait pas, les potentielles conséquences qu'il peut y avoir à long terme? Alors le cortisol déjà c'est une hormone. Donc c'est l'hormone du stress slash survie. C'est pas quelque chose qu'il faut voir comme l'ennemi. C'est une hormone en fait qui a un but, qui est utile. C'était une hormone notamment quand on était, à l'époque, préhistorique, qui nous permettait en fait de survivre. C'est-à-dire que, quand, il y a un danger ou quelque chose, qui se passe, c'est cette hormone en fait, donc elle est déclenchée, au niveau du cerveau. Ça déclenche une cascade d'hormones, donc je vais te passer les détails, qui permet la production de cortisol via les surrénales. Les surrénales, c'est 2 petites glandes que tu as juste au-dessus de ton rein. Et en fait, quand on déclenche une production de cortisol, ça permet une hypervigilance, un éveil, une concentration. Et en fait, c'était vraiment pour, bah, justement, survivre, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très utile. Enfin, faut pas, je vois beaucoup de choses, anti-cortisol, faut pas, enfin, c'est important, c'est une hormone qui est extrêmement importante. Mais maintenant, elle est complètement dérégulée parce que, bah, à l'époque, il y avait effectivement un lion ou un truc, enfin, et maintenant, en fait, on est sursollicité tout le temps par les écrans, par les médias, par les réseaux, enfin, partout. Et en fait, maintenant, bah, le cortisol est pratiquement, en fait, en continu, tout le temps. Il est sécrété pratiquement en continu et il est complètement dérégulé parce que, il a un cycle normalement logique où il est haut le matin pour te permettre l'éveil et il est bas le soir pour,
notamment laisser place à la mélatonine pour dormir. Et en fait, on le bousille totalement parce que, bah, déjà les écrans le soir, ton cerveau, il a juste l'impression qu'on est en pleine journée, parce que c'est une lumière très vive et donc bah, il sécrète du cortisol, donc bah, évidemment, tu vas pas dormir et en fait, tu vas créer des cascades comme ça, de dysrégulation de ton cortisol et tu vas te retrouver avec des symptômes. Alors les symptômes justement, le problème c'est qu'ils sont très généraux, donc on s'en rend pas forcément compte. Ils touchent vraiment tout parce que le cortisol, toutes les hormones, elles sont liées. Donc en fait, tu vas avoir alors par exemple des ballonnements, des troubles digestifs. Tu vas, avoir du mal à perdre du poids, tu vas prendre du poids. Tu vas avoir des troubles, de la peau, de l'acné ou de la rosacée, donc bah, de l'hypersensibilité à des petites plaques rouges. Tu vas avoir, une fatigue, l'impression en fait de pas du tout avoir récupéré de ta nuit, notamment, bah, insomnie, des réveils dans la nuit aussi. Alors généralement, on dit que c'est vers 2-3 heures du matin. Un sommeil qui n'est pas du tout, réparateur. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? De la rétention d'eau, tu peux avoir effectivement beaucoup de cellulite. En fait, ça touche à tout. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. OK et du coup, ça dérègle, finalement, heu, l'intérieur de ton corps, mais qui le retranscrit par l'extérieur, parce qu'on sait que le corps somatise aussi, beaucoup et ça, c'est quelque chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais les femmes, on a tendance à minimiser ce que notre corps nous dit. Un bouton par-ci, un ballonnement par-là, une crampe, une insomnie. On se dit: «Bon, bah, C'est normal. c'est pas très grave. Oui, Ouais. voilà, c'est normal, c'est pas très grave», Ah bah, oui. et moi la première, hein. Tu te rappelles, quand on a commencé, à en parler, bah, moi, c'était mon ventre, mon plus gros sujet, on va dire, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'acné. Je fais pas du tout de rétention d'eau, donc j'ai de la chance. Mais moi, c'était vraiment, ouais, ballonnement, ventre très gonflé et très dur et beaucoup d'insomnie. Parce que cogiter, cogiter, cogiter et toujours c'est dingue que tu aies parlé de cet horaire-là parce que moi, c'est toujours 3 heures du mat, quoi. Bah, voilà. C'est la pire heure. Non, mais vraiment, il y a pas pire. Quand tu te lèves à 6 du mat, Ouais, 3 heures, c'est le pire parce que c'est vraiment le milieu de ta nuit et c'est tu te nickel. dis: «Oh mon Dieu». Et du coup, bah, moi, je travaille pas mal avec toi. Forcément, j'ai mes symptômes qui sont propres à moi, mais globalement, si, on pouvait conseiller aux femmes, je sais pas, une routine en 3 à 5 étapes qui leur permettraient au moins de faire baisser leur taux de cortisol, ça serait quoi? Moi, j'axe ça vraiment donc sur déjà la nutrition, parce qu'il faut, enfin, en fait, le cortisol, il peut être stressé maintenant par, tout et n'importe quoi, justement quand on mange pas assez, quand on fait trop de sport ou des choses comme ça. Donc la nutrition, en fait, il faut que ton corps, il ait l'impression que ça aille, qu'il y ait pas besoin de survie, qu'il y ait pas de la famine et donc en fait, si tu le nourris pas assez, notamment en lipides ou en glucides, bah, il va avoir vraiment ce sentiment de privation et ça va le stresser, ça va augmenter le cortisol dans ton corps, ça va tout dérégler. Donc déjà la nutrition, manger suffisamment, sainement et enfin équilibré. Ensuite, le sommeil. Le sommeil et ça c'est mon point faible aussi. J'ai eu tendance à trop le délaisser et parce que je devais faire ci, je devais faire ça, je devais faire mon sport avant, donc il fallait que je me lève le plus tôt le matin et en fait, enfin, quand on est fatigué, on n'est pas du tout motivé, on est bon à rien. Et si on n'est pas ouais, le sommeil, c'est vraiment pour moi, l'axe le plus important, si on veut avoir un cortisol qui est régulier. Parce que sinon, ouais, non, ça Ouais, moi, je pense que je vais faire un épisode sur le sommeil parce que c'est un sujet qui m'intéresse le plus. Pour moi, le sommeil, je me suis rendu compte que c'était limite la chose la plus importante avant même la nutrition, le le sport ah sport ouais, et moi, je trouve. cetera. Mmh. Et j'ai vu une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps, où je pense que je suis assez d'accord avec la personne qui disait: «Mais en fait, on est tous bêtes. On est tous bêtes quand on est en couple de dormir avec la personne limite». Parce qu'en fait, quand on dort avec quelqu'un et là je l'ai vu parce que j'ai dormi, avec, ma meilleure amie, en van en Espagne. Bon, bah, voilà, elle gigote, je gigote, elle souffle un peu fort et en fait, tu as beau avoir, des bouchons d'oreilles, un masque, un machin, un truc, en fait, tu as quelqu'un à côté de toi, du coup, tu as l'énergie de la personne sur toi et en fait, ça joue pas mal, je pense, sur ta manière de dormir et c'est assez ouf parce que, justement, je me suis rendu compte que à la fin de ma dernière relation, je dormais tellement mal, mais tellement mal. Alors qu'au début,
tu dors quand même très, très bien. C'est normal parce que voilà, tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens calme, tu te sens protégé, tout ce que tu veux et après voilà, quand il y a des dissonances qui apparaissent, le sommeil est vraiment ouais, je pense que je vais vraiment faire un épisode là-dessus. On s'est appelé quand j'étais à Dubaï. Forcément, au milieu des missiles, Ouais. beaucoup de Tu pouvais pas bien difficultés à dormir? dormir. Bah, de toute façon, je pouvais pas avec les alarmes et et les tremblements, des détonations sur le sol et je me rappelle très bien, j'étais quand même appelée en catastrophe parce que là, j'en pouvais vraiment plus et du coup, là, tu m'as donné, bah, tous les conseils que tu donnes aussi, dans ton e-book et je continue là de les appliquer, même post-Dubaï et malgré, tout le stress que je peux avoir et des choses qui vont pas, que tu sais, bah, en fait, je dors vraiment bien Trop bien. et après bon, moi, j'ai un luxe que peu de gens ont, c'est que je mets pas de réveil Ouais, ça aide et aussi. ça, sur le sommeil, Ah ouais. Ah bah oui, c'est parce que du coup, tu te réveilles quand tu as besoin, ouais, quand exactement. c'est bon. Non, c'est sûr, bah, je rebondis sur le fait que tu dises que quand on est en couple, on dort moins bien. Moi, je le vois parce que, donc bah, j'ai une Oura Ring qui me permet en fait de tracer justement, le cycle de mon sommeil. Bah, je le vois. Quand je suis toute seule ou quand il y a Romain ou quand il y a même mes chiens qui montent là sur le lit, ah bah, je le vois direct, j'ai un réveil et puis, bah, je me retrouve avec plein de pics de réveil et enfin évidemment, mon score de sommeil à côté, quand je suis toute seule et quand je suis, à 2. En plus bon, bah, enfin c'est Paris quoi, donc moi j'aimerais bien effectivement qu'on dorme dans 2 chambres séparées, mais impossible! On a qu'une chambre et ah non mais c'est le enfin c'est évident, c'est évident. Ouais, du coup, on mettrait quand même en numéro un prioriser son sommeil, Oui. en numéro 2 sa nutrition et en numéro 3 Soigner son système parasympathique, donc le stress. Et donc justement, et ça c'est un truc que les femmes ont du mal à faire, c'est prendre des temps pour elles. Prendre du temps, se poser, ne rien faire, ne pas avoir des to-do list à rallonge. Moi, je suis la reine, hein, pour ça, hein. J'ai des to-do list qui font, des trucs comme ça. Enfin, j'en fais que la moitié. Bah, c'est stressant. Enfin, c'est normal. Ou, justement, faire des activités qui te plaisent, comme, la peinture, la lecture, ce genre de choses. Et en fait, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de le faire et on n'a plus le temps ou on prend pas le temps? on prend pas le temps. Parce que moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes élèves et à mes coachés, c'est qu'on est très fortes pour faire des to-do, de toutes les tâches qu'on a à faire et du coup, on fait une to-do list, que moi j'appelle la to-do list énergie masculine, parce qu'on est dans le faire. Mais en fait, créez-vous juste des to-do list d'énergie féminine, des to-do list de choses que vous faites pour vous, qui vous mettent dans votre énergie féminine et qui vous recentrent et vous apaisent et effectivement, du coup, le stress, va baisser. Après ça demande, du temps, hein. Même moi, je le fais pas parfaitement comme tu le sais. Mais et encore j'ai de la chance, hein, célibataire sans enfant, j'ai le temps, tu vois? Oui, 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 Mais mais bon, je pense que le temps, ça se prend aussi à un moment donné. aussi parce que j'étais la reine, je suis encore un peu, hein, mais j'essaye de me soigner. Mais j'étais la reine des to-do list où effectivement je faisais passer, les lessives, les courses et tout ça et puis en fait, ma méditation de 5 minutes, me pas le temps. Alors que 5 minutes, 5 minutes. Ouais, juste, méditer ou Ouais, journaler ou voilà. 5 minutes. Ça demandait pas, et ça comme par hasard ça passait à la trappe. Toujours. Toujours. Mmh. Mais après je pense qu'on a grandi dans une société qui a fait que, on nous a poussé à Faire plus. faire plus et aussi, je dirais un peu à s'oublier. Oui, aussi. Parce qu'on a ce côté maternel en nous, alors pas forcément toutes, mais moi je sais qu'il est très, très, très présent chez moi. Bah, en même temps, je ferais pas le métier que je ferais si j'aimais pas materner les gens, mais du coup, c'est forcément ça pousse à se faire passer après, en fait. Totalement, totalement. Je pense que les femmes ont la capacité de se faire passer, après les autres, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien pour elles. Ouais, mais en fait, c'est un équilibre à avoir, je pense et pareil, je pense qu'il y a beaucoup ce côté de peur du regard des autres, encore une fois. «Ah mais regarde, elle pense qu'à elle, elle se priorise» et ça, c'est très, très mal vu dans la société et les femmes n'acceptent pas ça, mais voilà, on travaille dessus, c'est en train de Ouais, c'est en venir train donc d'évoluer, c'est bien. Mais oui, effectivement, si par exemple tu veux pas d'enfant, c'est que tu es égoïste et c'est dommage. oui. C'est quelque chose qui, ouais, mais bon, on est en train d'évoluer, c'est bien. Et une question, je pense que les femmes se posent par rapport au cortisol, pour terminer sur ce sujet-là en tout cas. Est-ce que aujourd'hui c'est possible de se faire tester pour connaître nos niveaux de cortisol et peut-être même savoir qu'est-ce qui impacte notre cortisol dans notre corps et du coup qui pourrait amener tout de suite des solutions, on va dire, bah, factuelles mais qu'il faudrait faire? Pas encore. OK.
Moi, il y en a beaucoup qui me demandent effectivement sur, Instagram, si, elles peuvent se faire doser le cortisol en laboratoire. Il y a pas une grande utilité. Il y a pas une grande utilité parce qu'en fait, on le dose, le matin à 8 heures notamment et sauf que le cycle donc, est très évolutif et en fait, ça va dépendre du jour, ça va dépendre du moment et ça va en fait ne rien représenter. Vraiment, doser le cortisol en laboratoire pour le moment, c'est pour, le syndrome de Cushing, la maladie d'Addison. Il existe des techniques qui sont en train de se faire développer, donc le cortisol salivaire sur 24 heures et aux États-Unis, ils font quelque chose, au niveau des capillaires. Cortisol capillaire, bon, on n'a pas du tout ça encore en France, donc ça va venir, mais pour le moment, non, malheureusement, c'est que de la clinique. OK. Et il y a une autre question qui revient quand même beaucoup, c'est que beaucoup de femmes ont l'impression de tout faire correctement, on va dire, c'est-à-dire qu'elles mangent bien, elles font du sport, elles ont une vie équilibrée, elles se sentent entre guillemets «heureuses» et pourtant, elles continuent à prendre du poids ou en tout cas, elles n'en perdent pas comme elles voudraient. Est-ce que ça a un lien avec le cortisol? Est-ce que c'est touché par d'autres hormones? À quoi ça peut être lié? Alors, toutes les hormones, en fait, sont vraiment imbriquées entre elles. Il y a le cortisol qui donc est le chef d'orchestre et qui va en fait, ouais, irradier sur tous les autres cycles. Mais, les femmes qui ont l'impression de faire tout bien, notamment de vraiment bien manger, de toujours faire plein de sport, toujours plus de sport, toujours plus en fait, c'est qu'elles font trop, je pense. Et c'est, Je me sens pas du tout visée. et notamment, en fait, le fait d'en faire trop, bah, ça stresse ton corps. Ça stresse ton corps qui va bloquer. Il va bloquer la perte de poids. Il va se dire: «Non, bah, là, en fait, enfin, on est en survie encore, il faut que je fasse des réserves. Je vais pas débloquer les choses». Donc il y a ça et puis il y a effectivement aussi le fait qu'il joue sur les différentes hormones. Donc il va aussi impliquer, le système thyroïdien, donc tu vas avoir potentiellement de l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, bah, prise de poids. Il va aussi jouer sur la glycémie, qui va en fait, provoquer une insulinorésistance et l'insulinorésistance, bah, du coup, ça te fait prendre du poids, c'est en quelque sorte le prédiabète. Il va aussi jouer sur, le système hormonal féminin. Donc tu vas aussi, effectivement avoir, plus de rétention d'eau, plus de cellulite, plus de et du coup, ça aussi, ça prend en compte c'est pris en compte dans cette prise de poids, en fait. Il y a aussi de l'eau due à la rétention et donc, les hormones féminines, toujours. OK, donc du coup, une femme qui ferait tout bien, déjà, il faudrait qu'elle se demande si elle fait pas trop. À quel moment on sait qu'on est dans le trop? C'est difficile ça, hein. Je pense que tu t'en rends pas compte forcément, enfin, Parce que, toi-même. tu vois, enfin, moi, tu connais quand même mon histoire, mon parcours. Je pense que, j'ai toujours eu un souci, et je pense qu'on est de la même génération, donc ça va pas choquer les gens si je dis ça, mais moi, j'ai quand même grandi avec les magazines où les femmes, elles étaient, parfaites, en fait. Hem et j'ai aussi énormément, mal vécu, petite, les moqueries de mes camarades de classe sur, ma maman qui était forte à l'époque. Elle a fait 3 grossesses, mon frère né à 4,2 kg, elle avait pris 25 kilos, enfin, corps d'une femme. Normal, mais sauf que quand tu as, 6, 8, 10, 12 ans et qu'on te dit que ta maman, bah, elle est grosse, je pense que ça a eu un impact sur moi de: «Ouh là, ça a l'air pas bien d'être grosse, donc il faut que je sois tout sauf grosse». Alors heureusement pour moi, mes parents m'ont toujours surveillée là-dessus et du coup, j'ai jamais eu de TCA, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai toujours un problème avec ça. C'est-à-dire que, heu, tous les jours quand je mange, je me demande si ce que je mange, c'est bien ou pas. Tous les jours quand je fais mon sport, je me demande si je fais bien mon sport et si je fais assez de sport. Ouais et ça m'étonne pas. Et c'est dérangeant et en vrai, ça me gêne de le dire, mais je devrais manger, sans me poser de questions et je devrais faire du sport juste pour mon esprit, me libérer l'esprit, mais pas pour avoir un corps parfait, en fait. Ouais, mais sauf que je pense que 99 des femmes se sont mis au sport pour ça et moi la première aussi, hein et je mentirais si je te disais qu'effectivement quand je mange du chocolat, à outrance, notamment là c'était Pâques, je ne culpabilise pas, c'est pas vrai. Enfin, je pense que même si j'ai vraiment évolué là-dessus et que je mange maintenant, beaucoup plus par intuition, par feeling et tout ça,
tu as toujours cette petite voix qui te dit: «Fais attention, fais attention». C'est mais je pense que oui, c'est la génération, c'est notre génération, malheureusement et on l'aura toujours et je pense aussi que la génération de nos mères, l'avait aussi, hein. C'était quand même, et c'est la société qui nous l'a inculqué parce que, enfin, on n'est pas censé, avoir, 3 de matière grasse dans le corps. Enfin, c'est pas notre, Ouais, il y a ça et puis je pense qu'il y a le côté, en fait, les réseaux sociaux, c'est génialissime pour ça parce que, moi, j'ai énormément appris, sur le corps féminin grâce aux réseaux sociaux. Mais alors, ça va demander du temps, mais j'ai quand même, unfollow aussi beaucoup de femmes où en fait, ça me faisait culpabiliser le corps que j'avais vs le corps qu'elles avaient et aussi, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, hem, que, par exemple, je pense que tu connais un peu mon type d'homme maintenant. Bah, tu sais, j'ai l'impression que le type d'homme qui me plaît, les seules femmes qui leur plaisent, c'est des femmes genre on shape, parfaites, tu vois? tu te mets la pression toute seule, du coup. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et du coup, pour moi, c'est impossible que je rencontre un homme tant que j'ai pas le corps que je veux. Parce qu'en fait, j'estime que si je demande, à mon homme d'être là au niveau de sa «shape» entre guillemets, alors après on s'entend, hein, moi je suis pas non plus dans l'excellence et la perfection, mais il faut que je sois au même niveau que lui, tu vois? Et aujourd'hui, j'estime que j'ai pas ce niveau-là, quoi. Ouais, mais est-ce que tu auras l'impression un jour que tu l'auras? Bah, j'espère parce que je pense que tout ce cheminement qui se fait dans ma tête fait que mon cortisol est super élevé, en fait. Ah oui, je pense, toi oui. Ouais, non, mais je pense aussi qu'on se met trop la pression et enfin, moi la première encore une fois, hein, mais on se met trop la pression effectivement, bah, les réseaux. Enfin, surtout en plus quand on voit les filles qui sont, ultra bien gaulées. Puis tu vois en plus elles montent leurs assiettes, elles sont parfaites, elles font 3 grammes dans leur assiette, enfin, c'est ultra culpabilisant. Tu as l'impression que tu feras jamais aussi bien qu'elles, jamais aussi bien et en fait vu que tu ne vois que ça, parce que bon l'algorithme est quand même doué, tu ne vois que ça, tu te dis: «Mais en fait c'est moi le problème». Sauf que bon, enfin, regarde dans la rue, il y a pas que ça, hein. Il y a pas Ouais, mais que justement, c'est un sujet aussi que je trouve qui est super important et là, l'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser les femmes et cetera. Mais tu vois, là, je suis à Paris et effectivement, de manière générale, en Europe, les femmes ont plus de forme. On en parlait, juste avant, mais moi, je suis italienne, donc j'ai quand même plus de forme de base parce que je suis italienne, c'est génétique. Tu me diras si tu es d'accord là-dessus ou pas, mais je pense qu'on a quand même une base de génétique, corporellement parlant et du coup, bah, quand je suis ici, je me dis: «Bah, en fait, ça va». Genre, je suis quand même bien gaulée, quoi. Et puis quand je rentre à Dubaï ou quand je rentre à Bali, c'est là où je me dis: «Wow, en fait, les nanas sont archi bien gaulées». Mais, bah, alors là, c'est purement, je pense, mon côté bélier. Moi, ça me motive d'être entourée par des femmes qui ont le corps parfait parce que je me dis en fait, je me suis jamais dit, «Ah vas-y, j'y arriverai jamais» ou «Bah, c'est la génétique, elle doit manger 3 graines, enfin, je sais pas ce qu'elle fait». Non, je suis en mode: «Si elle, elle y arrive, je vais y arriver aussi». ouais, mais je suis un peu comme toi. Mais c'est bien, ça Ouais, motive. mais du coup, tu vois, à Paris, je perds ma motivation parce que je suis entourée, enfin, je vois plus de femmes avec des rondeurs, des formes et cetera. Donc je pense que l'environnement où on est joue aussi, mais après, c'est un travail sur soi de se dire, effectivement, bah, si elle y arrive, je vais y arriver aussi et pas, heu, on va dire, lui trouver des excuses de: «Non, mais pour elle, c'était plus facile, elle a de la chance» et cetera. Ça, c'est un truc, moi, j'y ai jamais cru. Et je pense que du coup, cette motivation-là, on n'est plus dans le cortisol, du coup, là, on est dans la dopamine, c'est ça? Ouais. Et du coup, là, on peut trouver un équilibre peut-être? Hormonalement parlant? Non? Non, Non. non. Ça marche pas comme ça. Non, là, non, là alors effectivement, je pense qu'à force de te montrer, des choses sur Instagram et tout ça, bon, bah, tu as ta dopamine qui monte, qui monte, qui monte. Mais, non, ça sera pas pareil. Vraiment, tu peux pas avoir forcément d'excès ou de choses comme ça sur celui-là. Ça peut te motiver, c'est génial. Il faut être motivé de toute façon, il faut avoir des objectifs. Faut pas non plus que ça devienne une obsession, hein, évidemment. Mais, non, ça en soi, l'environnement, et puis si tu as, des motivations, des objectifs comme ça je trouve ça enfin, c'est bien. Tant que ça te prend pas la tête, pour Ouais, moi, il y a pas de problème. il faut que ça soit source de motivation Ouais, positive. voilà, c'est ça, exactement. Et non, ça c'est bien. OK, trop bien. Et il y a un autre sujet qui m'intéresse énormément, justement, parce que là, en plus, je vais rentrer à Bali.
Donc moi, il faut savoir que de base, je fais du sport tous les jours, que ça soit en salle, je fais du lagri, je fais du réformeur, je fais du paddle, je fais mes 10 K de pas par jour, je fais du run, et cetera, et cetera et en ce moment, je suis dans un parcours particulier, on y reviendra après, mais j'ai appris, à 34 ans, du coup, qu'on avait un cycle féminin qui est, a priori divisé en 4 phases. J'expliquerai après pourquoi je n'étais pas au courant, hein, parce qu'il y a une raison à ça. Mais effectivement, c'est des questions que j'ai eues beaucoup dans la FAQ. Comment est-ce que, on arrive à travailler avec son cycle féminin et pas contre son cycle féminin? Comment est-ce qu'on fait aussi, bah, par exemple, quand on a SOPK, ce genre de maladie? Parce que du coup, le cycle est encore un peu différent. Comment fonctionne le cycle? Quelle phase il faut privilégier? Peut-être qu'il y a aussi des choses nutritionnelles à savoir. Est-ce que tu peux nous en parler un Ouais. peu? Bah, le cycle féminin, alors c'est vrai que le problème aussi, c'est qu'on s'y intéressait pas forcément, je pense, comme moi, hein, c'était pareil. Parce que quand on est sous pilule, en fait, on n'a pas vraiment ces phases de cycle. Et je pense que du coup, bah, en fait, on est un peu plus stable. Et donc, bah, en fait, ouais, ça nous parle pas forcément. Moi, j'ai arrêté la pilule il y a à peu près 3 4 ans. Bah, je vois la différence. Je les sens, les phases de cycle. Les phases du cycle, justement, bah, je vais les reprendre. En fait, donc, c'est donc un cycle normal, c'est à peu près 28 jours, plus ou moins, hein. Si c'est 29 jours, 30 jours, 32 jours, c'est pas grave. La première phase, donc, c'est la phase des règles, donc de J1 à J5. C'est donc ce qu'on appelle la phase menstruelle. Là, du coup, toutes tes hormones sont à plat. Donc, clairement, tu as envie de rien. Moi, je cours beaucoup et je le vois, hein, enfin, j'ai pas du tout envie de courir quand j'ai mes règles. Au contraire, c'est contre-productif. On a envie de nourriture réconfortante, on a envie d'être, ouais, d'introspection. Ensuite, on a donc la phase folliculaire, donc quand, justement, les œstrogènes remontent, donc ça, c'est entre J4 et J14 à peu près. Là, on est, motivé à fond. C'est vraiment la zone, la creative area, quoi. Vraiment, on est motivé, on est boosté, on a plein d'énergie. C'est là où il faut créer, en fait, vraiment. Ensuite, bah, la phase ovulatoire, donc ça dure 48, enfin même pas, 24 heures à peu près. C'est vraiment le pic d'œstrogène, c'est l'ovulation. Là, on est on fire, mais ça dure 24 heures. C'est le jour où on se sent la plus Ah bonne ouais, de de oui, notre cycle. en gros. Mais ça a un intérêt aussi, puisqu'on est censé se reproduire, c'est là où on se sent génial. Et ensuite, bah, phase lutéale, donc J14 à J28. Et donc, en fait, là, les œstrogènes chutent totalement et la progestérone prend le relais. Et là, bah, voilà, on a envie de quelque chose, effectivement, encore une fois, on retourne dans un cycle un peu d'hibernation. Et notamment les derniers jours de cette phase-là, enfin, courir ou faire du sport ultra intensif, c'est pas du tout bon parce que, enfin, le corps a besoin de repos. On est en fin de cycle, quoi. Donc c'est vraiment, faut pas trop forcer. Et du coup, le SPM, c'est en fin de cycle? Oui, le SPM, c'est généralement, alors ça peut durer une semaine, entre une semaine et quelques jours. Et alors, bah, c'est plus ou moins fort en fonction de tes hormones, des règlements hormonaux. Le sommeil peut jouer aussi dessus si t'as pas assez bien dormi. Le cortisol, évidemment. Et heu et c'est vrai que ça, bah, le SPM, quand on est sous pilule, on l'a pas forcément. Enfin, on l'a Mmh. même presque pas, voire même des fois pas, parce que moi, je crois que j'étais comme toi, c'était progestérone, donc il y avait même pas de règles, donc c'était le paradis là-dessus. Mais bah, on réapprend à découvrir ça et enfin, c'est normal, c'est des phases normales dans ton corps. Il faut composer avec. Ouais, et on est d'accord que du coup, ça a un impact sur notre productivité au travail et que on a tout intérêt, je pense aujourd'hui et moi la première re du coup, j'ai fait, des années, d'erreurs, mais bon après on est là pour expérimenter la vie encore une fois, donc c'est OK, mais je trouve que c'est un sujet, pareil qui devrait, selon moi, être évoqué à l'école, en fait. Ah mais oui. Parce que même si on parle de la femme, en fait, même pour moi, un homme est censé connaître le cycle de sa femme pour savoir quand est-ce qu'elle va potentiellement avoir un down, potentiellement quand elle va se sentir, exceptionnelle, et cetera, quoi. Pour moi, c'est quand tu marches en team et ça, c'est un sujet, moi, je pense que je demande à mon père, mais je Oui. pense qu'il s'est jamais posé la question. Oui, je pense aussi. Mais oui, non, mais ça, c'est évident même. Les hommes, ils ont un cycle aussi, mais de 24 heures. Oui, non, mais Donc rien ils à voir. reset, quoi. Non, mais 24 heures, ils dorment, c'est bon, c'est fait, quoi. je te jure. Rien à voir. Et c'est vrai qu'en fait, bah, vu que la société, elle marche quand même de manière plus masculine, bah, en fait, on passe derrière. On passe derrière Ouais. là-dessus. Après, je trouve que c'est de notre responsabilité
de potentiellement, éduquer parce que je pense que ça peut pas être inné chez eux. Pour le coup, je vois partout, «Vas-y, on n'est pas censé être, la mère de notre mec». Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des sujets où il faut les éduquer parce qu'en fait, c'est pas inné chez eux. Ils comprendront jamais de toute façon ce qu'on ressent. Et puis même au niveau de ton image, enfin, moi, je sais qu'il y a des phases, enfin, les phases justement à la fin de mon cycle, mais je me trouve grosse, je me trouve moche, je me trouve nulle, enfin, vraiment, il y a tout. Et alors, 5 jours plus tard, tout va bien, le printemps est revenu, ah bah, en fait, non, ça va, c'est horrible. Là-dessus, c'est vrai que on est tout le temps en phase et en fait, il faut composer. Je pense qu'au départ, je luttais contre ça. Par exemple, les fa la dernière les SP au niveau du SPM, mais tu as envie de manger du sucre, tu as envie de manger des glucides, tu as envie de manger des pâtes, tu as envie de manger des bonbons et au départ, je pense que ouais, je luttais contre ça. Je disais: «Non, non, mais non, arrête, enfin, tu vas pas tout, tout flinguer, juste pour tes hormones». Mais en fait, maintenant, je laisse couler. Si j'ai envie de plus de pâtes, plus de chocolat, plus de machin à ce moment-là, bah, c'est comme ça. C'est mais c'est un travail, hein. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs les programmes, existent au final. Parce que, l'idée, ça serait de se composer, toutes ses séances de sport sur 28 jours, toute son alimentation sur 28 jours pour avoir une alimentation qui soutient le cycle féminin et faire du sport qui soutient le cycle, féminin. Totalement, ouais. L'année dernière, j'ai fait le marathon de Paris. Du coup, c'est, 30 kilomètres par semaine à peu près d'entraînement. Et pourtant 30 kilomètres, hein, du coup, tu censé quand même perdre un peu de poids. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids parce que j'ai stressé complètement mon corps, donc là, on repart sur le cortisol, mais parce que du coup, je faisais pas du tout attention à mes phases de cycle. Enfin, j'avais mes règles, j'allais courir. C'était comme ça, en fait, tu un entraînement et j'étais épuisée et les 3 semaines avant le jour du marathon, bah, déjà, rien que de voir mes chaussures, j'en pouvais plus. Je pouvais plus les voir en peinture et après le marathon, je me suis, pris des migraines ophtalmiques, donc vraiment photophonophobie, dans le silence, j'étais mais KO, je suis tombée malade, une espèce de syndrome grippal. Bah, c'est le corps qui disait: «Enfin là, t'as trop forcé en fait, ça va pas du tout» et et alors je vois, bah, du coup, Romain, mon mari, lui, il l'a fait. Bon, le lendemain, il pouvait aller, gambader, tranquillement. Il venait de se taper 42 kilomètres comme moi. Pas du tout le même ressenti derrière. Moi, j'ai pas couru derrière 2 mois. Ouais, ouais, ouais. J'en pouvais plus. Ah, c'est ouais, c'est vraiment, c'est ce qui caractérise, ouais, je pense, la une grosse différence entre les hommes et les femmes et que voilà, eux, effectivement, reset en 24 heures, exceptionnel, quoi. C'est bon. Mais justement, par rapport à toi, donc ton parcours, notamment du sport, le fait que tu fasses du sport tous les jours, c'est bien, mais il faut l'adapter, du coup. C'est ça, en fait, c'est que, là, je commence à l'adapter, mais je culpabilise. Ben oui, mais je comprends. Notamment au début, c'est difficile. Ouais, c'est-à-dire que là, je vais, rentrer, à Bali bientôt. Normalement, je fais 2 runs par semaine. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais peut-être en faire que un par semaine» parce que j'ai appris récemment que ça stressait le corps et c'est pour ça que j'ai décidé de diminuer, à un seul run par semaine maintenant. Ça sera mon run plaisir, celui où je vais me donner et ça va me faire du bien et etc. Mais j'ai aussi remarqué dans mon entourage proche que les femmes qui avaient perdu entre 5 à 20 kilos entre guillemets, «en plusieurs mois», mais de façon stable, c'était des femmes qui faisaient entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Et c'est vrai que les pas et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, en 2026, je pense que tu l'as vu sur les réseaux, mais je me suis mis un challenge parce que de toute façon, moi, je fonctionne que au challenge par contre, de faire 10 000 pas par jour. Et tu vois, j'y suis pas arrivée en février, j'y suis pas arrivée en mars à cause de la guerre. Bah, j'en fais pas un drame Ouais, c'est bien. parce que je me dis: «Au moins, je fais l'effort de». Et c'est surtout que quand on fait des pas et qu'on marche, moi je marche calmement, c'est genre plus une balade, tu vois? C'est pas je marche au taquet, et mon but c'est de faire mes 10 000 pas, en 1 heure. J'ai aucune performance là-dessus. Des fois, je mets 2 heures et demie à faire mes pas. Mais je kiffe. Je suis dans les rizières, je regarde le sunset, j'ai ma musique, je suis bien, tu vois? Et finalement, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais fait ces pas-là, quand je rentre chez moi, mais je suis d'une sérénité sans nom et du coup, je dors super bien et du coup, je me lève le matin, j'ai le ventre archi plat. Ouais, et oui, parce que tu déstresses ton corps, c'est ton moment, en fait. C'est le moment justement où tu es en pause, où tu per enfin, ça permet en fait, ouais, d'apaiser, bah, ton système parasympathique, c'est génial et effectivement, quand tu cours, alors notamment au départ, enfin, c'est un stress pour le corps, enfin, tu souffres, tu es pas là en train de te dire: «Ah mais c'est génial, je cours». Non, au début, c'est quand même, enfin, c'est ouais, c'est un stress pour lui, c'est quelque chose de
et notamment, bah, les femmes qui courent, à jeun, ou qui courent beaucoup trop, bah, elles stressent, totalement leur corps pour ça. Ah oui, mais moi après je cours, pour rien au monde je changerais mon run club, parce que je cours au sunrise Oui. et c'est exceptionnel et ouais, du coup, je suis à jeun. Je peux pas me lever à 4 heures du mat et me faire des œufs, c'est pas possible. Mais déjà, si tu le fais qu'une fois, encore une fois, c'est moins grave. Enfin, c'est pas puis tu cours pas à 15 kilomètres. Enfin, Non, mais 10, mais peut-être que je vais faire 15 parce qu'ils proposent 15 maintenant. alors faudra que tu manges un peu avant quand même. OK. Mais c'est vrai que, des fois, pareil, j'ai souvent culpabilisé de, bah, je pense que tu me connais, mais tu sais, de pas être experte dans un domaine et en fait, je voulais être experte, salle de sport, après experte, réformeur, après experte l'agri et après experte paddle et experte run et cetera et du coup, comme j'ai un peu cette âme de compétition en moi, je fais tout un peu à outrance dans l'extrême, donc ça déjà, c'est jamais bon. Mais je pense que je culpabilisais aussi de dire aux gens: «Bah, finalement, moi, je vais à la salle, que, 2 fois par semaine, mais parce que je fais une séance de paddle, une séance de lagrille, une séance de réformeur, un run», et en fait, du coup, je fais tout une fois par semaine, mais au final, ça me fait faire une activité sportive tous les jours. Ça permet de ne pas me lasser et c'est juste que je vois le truc comme, bah, ça va me prendre beaucoup plus de temps d'être, experte, sur les fentes bulgares et sur, des positions au lagrille, que je maîtrisais pas au début. Mais, je pense que c'est important que chacune trouve ce qui lui correspond. Par exemple, je sais que la natation, ça peut aider beaucoup les femmes. Moi, ça me parle pas, tu vois? Ouais, bah, oui. Il faut trouver un truc qui te plaise parce que si c'est C'est pour y ça. aller, enfin, si c'est pour te forcer, déjà tu vas pas tenir et puis, bah, je pense aussi que tu stresses ton corps en allant dans quelque chose qui ne te plaît pas et comme tu dis, toi, quand tu fais tes pas, tu hyper sereine derrière. Bah, enfin, si tu vas, à la piscine, que tu te fais bousculer par tout le monde et que tu détestes ça, clairement, tu vas pas revenir sereine. Ouais, c'est ça. Donc le but, quand on fait du sport, c'est avant tout aussi, de décharger un certain type d'hormones. Enfin, c'est quoi qui se passe au moment où on fait et puis du coup, il faut différencier les sports à haute intensité, donc tout ce qui va être sport en salle, les HIIT, ce genre de choses. Par exemple, tu vois, les HIIT, moi, je déteste ça. Genre les trucs, alors par contre, pour le challenge, why not un jour je m'inscris à un Aerox, mais juste pour le challenge. Je le ferai avec toi parce que c'est pareil, j'ai jamais fait encore. Ouais, mais voilà, du coup, il y a les sports à haute intensité, puis il y a des sports qu'on appelle à low impact, donc ça veut dire à plus basse intensité, qui sont d'ailleurs en général plutôt réservés aux femmes. Quoique à Bali, il y a beaucoup d'hommes, hein, qui font du pilates maintenant. Ah ouais? Ouais, à Trop Bali, il bien. y a beaucoup d'hommes qui font du pilates. Ah moi, il y en a pas, Mais moi, je hein. trouve ça tellement sexy un homme souple, Ouais. en fait. Genre le yoga, pour moi, le yoga, c'est un sport, tu vois? Je fais du yoga une fois par semaine aussi. C'est du sport, quoi. Et pareil, tu vois, si je faisais du yoga tous les jours, parce qu'on te dit que c'est bien de faire la salutation au soleil tous les jours, et cetera, d'être reconnaissante, je le suis. Mais en fait, je sais qu'au bout de 2 semaines, ça m'aura gonflé. Ouais. Parce que trop répétitif, toujours la même chose, moi, c'est un enfer, je me lasse, tout ah ouais. Mais toi, tu trouvé ton rythme, je pense, là-dessus pour le sport. C'est bien. Il faut effectivement peut-être plus le ralentir sur certaines phases de cycle, mais je pense que enfin, Oui, de toute façon, tu bien dans on ton. on va travailler ensemble parce que c'est quelque chose que tu fais aussi, de créer mon programme sur 28 jours en fonction de ma phase, quel sport je peux faire, quel sport je peux pas faire et là, du coup, j'ai eu, mes règles, il y a pas longtemps, mais on en reparlera après, mais je n'ai pas fait de sport pendant 4 jours. Mais quand je te dis que j'ai pas fait de sport, j'ai même pas fait mes pas. Alors les pas, tu pourrais. Je pourrais, mais tu vois, je me suis dit: «Bon, en fait, là vraiment, elles m'ont séché». On expliquera après pourquoi. Mais là, ouais, là Tu t'écoutais. vraiment, ouais, je me suis écoutée. Puis tu sais, je suis en période de déménagement. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est 4 jours où je vais faire des cartons. C'est une forme de sport. Si elles me sont dans l'ascenseur». C'est déjà pas mal. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est hyper intéressant et on invite toutes les femmes à prendre un calendrier avec leur durée de leur cycle, et à positionner en fait, les sports à haute intensité, les sports à basse intensité, ce qu'elles aiment faire avec des horaires qui les conviennent. Parce que moi, par exemple, je suis très, très, très du matin. C'est-à-dire que si je commence ma journée sans sport, ma journée elle est foutue. Oui, je t'ai déjà accompagnée à 7h30 du matin au sport. Je Moi, je te suis jure. plutôt team 11h, donc 7h, bon, d'accord. Ouais, non, ouais, j'avoue, je suis, mais c'est bien, j'aime bien tester les gens, c'est comme ça que les gens après arrivent à rentrer dans mon environnement, hein. Je me rappellerai toujours, j'ai testé un mec à Dubaï pour un paddle, je lui dis: «Bah, rendez-vous
au paddle à 7 heures dimanche matin. Je me suis dit: «Bon, bah, là, tout de suite, meilleur test». Bah, le mec est venu, j'étais là genre: «Parfait». Genre non, mais oui, c'est vrai que du coup, je suis très, très, très du matin pour le sport. Je trouve que c'est moi, personnellement, Ta zone? ouais, en fait, c'est ce qui va me déclencher ma dopamine de la journée pour, derrière enchaîner une journée full productive de taf et en fait, si je commence pas ma journée avec du sport, bah, je me sens molle et lente toute la journée, quoi. Ouais et puis aussi, je pense que tu l'as en tête, le: «Il faut que j'aille faire le sport, il faut que je fasse mon sport, il faut que je fasse mon sport», toute la journée. Moi, je sais quand je le fais pas le matin et que je me dis: «Bah, je veux par exemple aller courir l'après-midi», tu l'as en tête et puis effectivement, tu es un peu speed, tu es un peu stressé, tu sais que tu vas avoir ça à faire. Alors si c'est fait, bah, c'est fait. Déjà, comme tu dis, tu as en plus, tout ce qui est adrénaline, dopamine, c'est bon, tu es régulé là-dessus. Tu as eu tes petites doses là-dessus, c'est parfait et tu peux continuer ta journée, tu es bien. Donc non, je suis pareil, je suis du matin. Bon, à 11 heures moi, mais du matin. Mais les femmes qui sont du soir, c'est complètement OK aussi, c'est qu'elles ressentent le besoin, peut-être de décharger en fin de journée, ce qu'elles ont accumulé. Ouais, après, faut pas non plus que ce soit trop tard parce que sinon ça va les empêcher de dormir. Généralement, vaut mieux ouais, qu'il y ait au moins 3 4 heures avant qu'elles aillent dormir. Donc je pense qu'après 18 heures faut pas non plus j'en vois des filles qui courent, à 22 heures dans la rue. Bon, à moins qu'effectivement elles travaillent de nuit, c'est pas terrible. OK, Voilà. bon, on prend note. Je savais pas. Bah, ça sera pas mon cas, Non, mais mais on prend note et du coup, au début de cet épisode, on a parlé beaucoup, bah, de ta zone de génie sur le cortisol et je sais qu'il y a une deuxième zone de génie, on en avait beaucoup échangé pendant nos séances de coaching, qui est la glycémie, mmh tout ce qui va être pic glycémique et cetera et cetera. Donc ça, je pense que c'est quand même surtout lié à l'alimentation. oui. Principalement. Et c'est une question qui m'a été posée au sein de ma communauté, mais quel est selon toi le top 3 ou le top 5 des pires erreurs à faire en alimentation? Pourquoi est-ce que avoir des pics de glycémie, c'est pas dingue? Est-ce qu'il en faudrait quand même de temps en temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, de tout ce qui est autour de la glycémie? Ouais. Alors du coup, donc je vais un peu réexpliquer la physiologie. Quand on ingère donc du sucre, des glucides, tu vas avoir donc l'insuline qui est sécrétée par le pancréas qui va augmenter. Cette insuline, elle est là pour enlever le sucre qui est dans ton sang et le mettre ailleurs, notamment dans tes muscles, dans ton foie ou dans tes cellules graisseuses. Parce que le sucre dans ton sang il va se coller à tes petites cellules, à tes globules rouges et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc en fait, l'insuline, elle est vraiment là pour, à la base, enlever ce sucre du sang et le mettre ailleurs. Encore une fois, c'est une hormone qui a un bon rôle. Le problème, c'est que quand on mange beaucoup trop de sucre, elle est complètement débordée, on en fabrique d'autant plus, et là commence l'insulino-résistance. Donc, il faut en fabriquer toujours plus pour avoir le même résultat. La glycémie, du coup, effectivement, donc c'est l'ingestion de sucre. Par exemple, si tu vas manger juste des pâtes. Imaginons, tu manges juste des pâtes. Bon, je vois pas pourquoi tu mangerais que des pâtes, mais voilà. Tu vas avoir le pic de glycémie et ensuite tu vas avoir un gros crash, un gros down, vraiment. Et du coup, tu vas grignoter derrière, enfin, ça va être pire que tout. Tu vas être fatigué. Alors que si tu l'associes, donc justement, donc une des pires erreurs, c'est de ne pas manger assez de protéines et de lipides. Ça va lisser ce pic et ça va permettre en fait d'avoir une glycémie stable et continue pendant plusieurs heures. Donc déjà, une des pires erreurs pour moi, c'est notamment le matin, ne pas manger protéiné et gras. Mmh. Enfin, des œufs, de l'avocat, pareil, le fromage blanc, pas le prendre 0%, le prendre avec du gras. Enfin, limite, tu prends le yaourt grec à 10%, hein, tu peux y aller, hein, c'est le matin. Et ça, tu vas moi donc Romain, mon mari, c'est mon test. Et j'ai justement, enfin, fait plusieurs tests au niveau de ses petits déjeuners. Ah depuis qu'il a introduit les œufs dedans, à 11 heures il a plus faim, quoi. Ouais, Donc c'est ça. déjà, rien que ça. Et puis il se rue plus sur les bonbons parce que, du coup, ensuite, tu faim, mais tu faim de quoi? Tu faim de sucre. Donc le petit déjeuner, ultra important. Encore une fois, si tu ne petit déjeunes pas, tu fais ça sur ton premier repas. C'est pareil. Les femmes qui veulent pas petit déjeuner, et j'en connais, enfin, ça, c'est pas grave, tu fais ça sur le premier repas de ta journée. Le sucre le matin, voilà, c'est quand on y pense, enfin le petit déjeuner français, le jus de fruits, la biscotte, la confiture, d'accord, elles sont où les protéines et ils sont où les lipides dedans? Enfin, c'est donc première erreur, et ça pour moi c'est, 90 du taf, c'est, Ouais, c'est vrai. Mais ça a complètement, changé, depuis que j'ai, introduit les petits déjeuners, et moi maintenant c'est devenu, encore une fois quelque chose qui ne me stresse pas, mais, une passion parce que mon âme de challengeuse. Mais, moi c'est 30 grammes de protéines par repas, par repas et surtout au petit le déj. premier. Ouais, alors du coup moi c'est jamais vraiment un petit déj, ça va plutôt être un late
petit déj ou un brunch ou ce genre de choses, mais je mange pas du tout sucré. Mais c'est trop bien. J'ai enlevé complètement le sucre et vraiment je vois la différence de dingue, même sur ma productivité encore une fois, sur, ma concentration je pense. Je me sens beaucoup plus concentrée et bon après il y a aussi la qualité des produits qu'on utilise et ça, je suis devenue assez relou là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plus aucun produit transformé chez moi. Il y en avait déjà pas beaucoup, mais alors là, il y en a plus du tout. C'est que des produits 100 frais, si je peux du bio. Mais c'est vrai que voilà, des œufs, du saumon fumé, un demi avocat, de l'edamame, c'est, mon premier repas de la journée, tu vois? Et voilà, après on n'a pas besoin de moi, ça va dans ma personnalité, dans mon caractère, je pense de encore une fois d'être challengeuse et très, dans le perfectionnisme et je sais que tu es comme ça aussi, mais moi je pèse du coup mes aliments. Ouais, bah, je pense que c'est pas c'est pareil, il y en a beaucoup qui me demandent: «Est-ce que, faut calculer ses calories et tout ça?» Si tu le fais pas toute ta vie, si tu le fais sur 2 3 semaines, je pense que c'est pas mal. Ça te permet de voir les erreurs que tu fais. Exactement, bah, c'est toi qui m'avais dit de faire ça, hein. Ouais et bah, alors c'est sûr, faut pas que tu en développes un trouble, mais c'est important. Moi, combien de fois je dis: «Ah oui, là, en fait, j'ai pas du tout assez de protéines» ou «Ah bah oui, bah, effectivement, je mange pas assez ou je mange trop». On s'en rend pas forcément compte. Et je me rappelle d'ailleurs pendant une de nos séances où là, du coup, c'est toi qui me coachais pour moi, où, tu me disais que, maintenant quand tu vois une assiette, visuellement, tu arrives à savoir s'il y a trop, s'il y a pas assez, s'il y a assez de protéines, lipides, glucides et du coup, le fait d'avoir fait cet exercice de peser mes aliments qui correspondent à X protéines, X glucides, X lipides, X calories, aujourd'hui, de moins en moins, j'ai besoin de peser mes aliments parce qu'en fait, visuellement, je me dis: «OK, bah, le saumon, je sais que c'est une tranche ou une tranche et demie, un demi avocat, une poignée d'edamame et 2 œufs que moi je fais, pocher parce que je les adore pocher». Mais voilà et des fois 3 si je sens que j'ai besoin d'avoir un petit soutien en plus, si ma journée, par exemple, va être hyper dense, j'en fais 3 au lieu de 2 et ça, effectivement, c'est juste qu'au début, il faut le faire. Il faut se mettre une habitude. Encore une fois, donc le faire peut-être pendant un mois et au bout d'un mois, on voit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi, il y a des aliments que j'ai voulu tester, d'autres que j'ai enlevés. Tu vois, par exemple, les dattes avec une cuillère à café de peanut butter dedans. En vrai, si tu regardes, c'est ultra sucré, c'est ultra gras, mais j'ai aussi appris que ça soutenait les hormones et que donc du coup, je préfère manger ça que dans tous les cas manger, des glaces, des bonbons, des trucs transformés. Parce que du coup, le peanut butter, je le prends, tu sais, bio, archi clean, ouais, nickel et bah, des dattes, c'est des dattes, quoi donc du moment que c'est pas transformé, j'estime que c'est quand même bon pour le corps, que ça C'est vient du vrai soutenir le corps. sucre. Ouais, Ah, exactement. de toute façon, il en faut, hein, enfin, ça, c'est sûr. Éliminer aussi les glucides, enfin, tu complètement fatigué. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas bien. En plus, ça t'aide à dormir si tu le prends le soir. Donc non, non, c'est hyper important et non, je pense que c'est hyper bien de regarder ça au départ. Moi, maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression d'être une calculatrice un peu, tu sais, je j'arrive à voir directement et je vois, en fait, visuellement si ça me va ou pas. En plus, donc bah, encore une fois, je te dis, Romain, c'est mon cobaye, hein, je lui dis: «Non, là, il faut que tu rajoutes ci, là». Je suis un peu relou, je pense, mais enfin, je j'arrive à voir si oui ou non ça passe. C'est bien. Par exemple, les sandwichs, bah, c'est que du pain. Donc il te manque notamment, des protéines, des lipides, des choses comme ça dedans. Donc il faut que tu arrives en fait à faire, ouais, à faire la part des choses et je pense que si tu éduques pas ton cerveau d'abord, tu peux pas savoir ce qui est bien pour toi au départ. Enfin, tu pourras pas. Ouais, il faut essayer de tester autant sur le côté, goût. Je pense que, voilà, on peut pas tout aimer. Par exemple, moi, je déteste la betterave, tu vois? Alors que je sais que c'est un très bon légume en soi, hein. Ouais, mais faut pas se forcer. Mais voilà, je déteste ça, donc j'en mange pas. Il y a le côté, goût, il y a le côté, aussi, je pense, cuisine. C'est-à-dire que moi, de base, mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc en fait, passer 3 heures en cuisine, ça m'intéresse pas. Donc comment est-ce que je trouve des recettes, et en fait, moi, du coup, c'est que de l'assemblage. Il y a très, très peu de cuisine à proprement parler. Bon, moi, j'utilise beaucoup le air fryer, on a toutes notre avis là-dessus, mais pour moi, c'est quand même un gros facilitateur au quotidien. Ça me permet quand même de manger sainement, de pas mettre de matières grasses, ce genre de choses. Et après, il y a le côté, aussi, quantité. Ouais, Je pense on s'en rend pas compte, hein. voilà, à savoir gérer, et en fait, pareil, on voit plein de vidéos que moi je trouve en tout cas hyper intéressantes. Mais par exemple, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, mais tu as genre 1000 fois plus de calories que sur, je sais pas, genre, une énorme, énorme, énorme poignée de champignons ou ce genre de choses et du coup, bah, quand je vais manger tout ça de champignons, potentiellement, ça va aussi agrandir mon estomac et du coup, potentiellement, je vais avoir plus vite faim et du coup, c'est là aussi on peut prendre du poids
finalement. Donc il faut faire attention au système de quantité et je te parle de l'huile d'olive parce que pendant un moment, je commençais à culpabiliser de mettre de l'huile d'olive dans mes plats parce que archi calorique et après je me suis dit: «Non mais en fait j'adore ça». En termes de goût, hein, je parle. Dans tous les cas, c'est mieux de mettre de l'huile d'olive que de mettre du beurre. Donc à choisir, je préfère mettre ça et finalement, bah, je choisis. Je choisis de mettre une cuillère à soupe dans mon plat et du coup, c'est peut-être manger moins de ça, mais finalement ça me va parce que ça évite que mon estomac aussi, mange trop et du coup, après quand on mange trop, en tout cas moi je le vois tout de suite aussi, je suis un peu, je sais pas si ça se dit, mais je suis un peu en surdigestion et du coup, je me C'est sens ralenti. lente, Mmh, tu mmh, vois? mmh, mmh. Mmh. De toute façon, le gras, encore une fois, je pense que et ça, c'est, notre génération, on en a eu peur, on en a peur. Il faut à peu près 1 gramme de lipides par poids de corps. Par exemple, tu pèses 50 kilos, il te faut au moins 50 grammes de lipides par jour et ça, c'est tellement important pour tes hormones. Enfin, les hormones féminines notamment, tu peux être sûr que si tu as des cycles qui sont déréglés, c'est potentiellement ça. C'est vraiment potentiellement ça, mais ça, on y reviendra. Oui, 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 on va y revenir. Mais c'est exactement ça. Je me rappelle que quand, on a commencé à en parler, à faire, bah, mon programme, en fonction de son poids, sa taille, son âge et un peu son quotidien, son lifestyle, bah, voilà, il faut X grammes de prods par jour, X grammes de lipides, X grammes de glucides par jour, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai découvert la patate douce. Mmh. Non, mais vraiment, je connaissais pas ce truc avant et là, j'en mets partout, tout le temps. J'adore ça, quoi. C'est vraiment un bon légume. Enfin, après, encore une fois, il faut aimer. Mais moi, quand j'ai découvert ça, la première fois que j'ai fait de la patate douce, j'étais là genre: Pff, «Franchement, ça a l'air boring de ouf». Je suis pas très légumes de base et voilà, en fait, on découvre plein d'alternatives. Notre planète, elle est tellement riche de produits comme ça, donc il faut juste s'intéresser, je pense et moi, de base, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai jamais cuisiné de ma vie, comme je t'avais expliqué. Ma maman est une cuisine hors pair, c'est la meilleure cuisinière au monde, une vraie maman italienne et du coup, elle m'a toujours tout cuisiné, donc je me suis jamais intéressée parce que comme d'hab, quand on fait tout pour toi, bah, tu t'intéresses moins et du coup, c'est pas que je me suis intéressée à la cuisine, c'est que je me suis intéressée à la santé de mon corps. Ouais, la nutrition. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire passer comme message aux femmes aujourd'hui, c'est qu'en fait, le faites pas pour, acquérir une compétence. Pour le coup, ça, faites-le pour votre santé, c'est le truc le plus précieux que vous avez, quoi. Ah bah, c'est un investissement, enfin, c'est le premier investissement. Enfin, quand tu as effectivement, une voiture de luxe, tu lui mets pas, de l'essence toute pourrie dedans. Enfin, c'est hyper important, je trouve. Non, mais enfin, c'est on n'a qu'un corps, on est, moi, ouais, je comprends pas les personnes qui se nourrissent mal là-dessus, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y en a beaucoup, notamment, bah, sur les réseaux. J'ai déjà eu des petites critiques, genre quand je dis justement arrêter, et encore, je dis arrêter, j'ai limité. Tout ce qui est confiture, Nutella, produits transformés et tout. Tu as des commentaires genre: «Oui, bah, tout ce qui est bien, dans la vie, c'est vraiment dommage, on n'a qu'une vie». Ouais, mais du coup, tu veux la passer comment ta vie? Oui et puis, en Enfin, fait, malade? oui et puis je pense que c'est une question d'éducation, si, tu as été habitué depuis ton jeune âge à manger un demi-pot de Nutella par jour, bah, pour toi, c'est ton plaisir. Mais en fait, tu as des alternatives au Nutella qui sont beaucoup plus saines et qui sont tout aussi meilleures et c'est juste que ça demande de s'y intéresser, quoi. Je pense qu'il faut éduquer ton palais. Enfin, moi, au départ, c'est sûr, quand tu me mettais des légumes, ou un Twix, quand j'avais 15 ans, bah, évidemment que j'allais pas vers la pomme, hein, et non, tu éduques ton palais et maintenant, moi, je prends plaisir à manger des aliments sains. Même, je suis beaucoup plus contente, je suis beaucoup plus satisfaite, je me sens mieux et puis, ouais, enfin, je trouve que c'est une éducation. C'est une Ouais, éducation à c'est une faire éducation. et qu'on n'a pas eu quand on était à l'école. J'allais dire, toujours le même sujet où on en revient, c'est des sujets qui devraient être abordés à l'école, quoi. Mais oui et qu'on n'a pas non plus dans nos études de médecine, faut le savoir. On l'a pas du tout, enfin, moi je vois mes amis médecins, enfin ils y connaissent pas grand-chose et c'est pas leur faute, c'est qu'on leur a pas appris en fait et on nous l'apprend pas du tout et c'est aussi je pense pour ça que les femmes des fois quand elles vont voir les médecins, elles se retrouvent un petit peu démunies, c'est qu'on nous l'a pas appris. Donc bah, on n'a pas grand-chose à leur dire pour ça et ça commence encore une fois à se généraliser, à arriver et tout ça et sûrement grâce aux réseaux sociaux. Mais les femmes, oui, elles font de plus en plus attention à ce qu'elles mangent et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, c'est hyper important. Ouais, faites attention, ouais. Mais on pourrait prévenir, mais bah, notamment le diabète. On parlait de la glycémie. Si tu manges tout le temps des cochonneries, du sucre et tout ça, le diabète en France, il y a 4 millions de personnes qui sont diabétiques de type 2. Sachant qu'en gros, dans le diabète, le type 1, donc auto-immune, c'est 5%. Le reste, c'est l'alimentation qui a provoqué ça. 4 millions, tu te dis: «Tu pourrais quand même, faire quelque chose». Enfin, c'est dommage. Ces personnes-là, si elles avaient été un peu plus éduquées là-dessus, parce que c'est pas leur faute, enfin, elles l'ont pas appris, bah, on en aurait au moins évité la moitié.
Donc hyper important, la glycémie, ouais. Trop bien. Donc du coup, on a abordé le sujet, du cortisol, le sujet de la glycémie et on va aborder le dernier sujet, qui est en lien du coup, avec la fertilité, parce que c'est aussi ta zone de génie. Tu as accompagné beaucoup de femmes en parcours PMA, je crois? Mmh. Ah c'est ouais, j'ai fait, c'est ma spécialité là-dedans. Voilà, donc si jamais il y a des femmes qui, veulent se lancer dans le parcours PMA, vous pouvez contacter Léa. Et moi, du coup, tu connais mon sujet du moment, qui a été aussi, bah c'est marrant parce qu'au début de l'épisode, tu disais que ça t'a pris du temps à comprendre que, tu pouvais être libre, financièrement, géographiquement grâce à Instagram et ton expertise de médecin. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que en fait, j'avais jamais, hem, j'ai pas envie de dire contrôlé, mais j'ai jamais compris le fonctionnement de mon corps. Je vais remettre un peu de contexte, parce que toi, tu le sais, mais les femmes qui nous écoutent ne le savent pas encore. En fait, moi, j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 14 ans. Et pourquoi j'ai pris la pilule? Parce que j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 14 ans. J'ai eu mon premier rapport sexuel sans jamais avoir eu mes règles. Mmh. Donc quand j'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de 14 ans, je n'ai jamais eu mes règles. Ça n'a jamais déclenché mes règles. Ça m'a bloqué mes règles, en fait. Mmh mh. Et ensuite, quand j'ai décidé de partir faire le tour du monde, heu, ce qui est horrible parce qu'en fait, c'est pas la pilule que j'ai remis en cause, c'est mon mode de vie. Je pars faire le tour du monde, c'est relou de me taper 12 plaquettes de pilules et de toute façon, en France, on te donne jamais 12 plaquettes de pilules en avance. Et comme je savais pas combien de temps je partais, là, je me suis dit: «Bah, je vais trouver une autre solution contraceptive qui va, supporter mon tour du monde», en gros. Et donc là, j'ai commencé à m'y intéresser et c'est là où je me suis dit: «OK, je vais mettre un stérilet hormonal». Bon, de là, les femmes le savent, on m'a, découvert un papillomavirus, du coup, j'ai subi une colposcopie, une conisation, on m'a enlevé un bout de l'utérus et on m'a réinstallé un deuxième stérilet hormonal. De là, jamais eu mes règles Mmh. et finalement, suite à ma dernière, séparation, là, je me suis dit je sais pas pourquoi, hein, franchement, bah, je pense que c'est un déclic déclencheur, mais je me suis dit: «Pourquoi tu gardes une contraception, en fait?» Mmh. On la banalise, hein. Exactement. En fait, c'est normal, encore une fois, chez les femmes de notre génération, de se dire: «Bah, c'est à moi de prendre la contraception, C'est la pilule, c'est comme c'est à ça. moi de me balancer toutes les hormones», alors que c'est vrai que c'est déjà pas assez compliqué d'être dans un corps de femme. Et du coup, je me suis dit: «OK, bah, je vais enlever mon stérilet hormonal». Ouais, je me rappelle. Et là, ouais, on en a beaucoup discuté parce que j'avais super peur. J'avais super peur que ça me bousille, mes émotions, que ça me bousille ma stabilité émotionnelle, que ça me bousille ma productivité, que ça me descende, que je sois vraiment trop en montagne russe et cetera et cetera. J'avais aussi très, très peur de prendre du poids, très, très peur d'avoir beaucoup d'acné, très, très peur de 1 milliard de peurs. Ouais, beh, oui, normal. 1 milliard de peurs. Très, très peur d'avoir mes règles. Oui, bah, oui, c'est la première fois que tu, les avais donc Bah, j'avais jamais eu mes règles de toute ma vie, tu quoi. pas dû comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que, encore une fois, ce que j'ai fait jusqu'à présent toute ma vie, c'est que je voulais contrôler mon corps Mmh. Mmh mh. et parce que mon corps ne m'appartenait pas, pour des raisons que maintenant les femmes savent parce que je l'ai partagé sur ce podcast. Mais en fait, là, vraiment, j'ai décidé 2026, je reprends possession de mon corps sous toutes les formes que ça peut évoquer. Donc l'alimentation, le sport, bien dormir, faire attention qui m'entoure, les énergies des autres qui sont autour de moi et bah, en fait, mon cycle, de femme, quoi. Et donc du coup, ce qui est assez ouf pour la petite histoire, bon, c'est hyper personnel, mais je me suis fait enlever mon stérilet le 14 février 2026 à Bali, par une gynéco qui, du coup, est devenue ma gynéco maintenant. Elle est exceptionnelle, ça s'est hyper bien passé, j'ai été très bien accompagnée par une amie à moi que je remercie, Lou, si elle écoute ce podcast, parce que j'étais quand même très, très stressée de faire ça. On va pas se mentir, en Indonésie, tu es toujours un peu paniquée, genre: «Oh waouh, vers où je vais arriver?» Et au final, ça s'est hyper bien passé et elle m'avait dit que j'allais avoir mes règles entre 3 à 6 mois. Donc c'était 14 février, et en fait, bah, mi-mars, donc 1 mois et demi après, je vais chez mes parents, je rentre voir mes parents, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus et le jour où j'arrive chez eux, j'ai mes règles Ouais. et là, j'ai mes règles à pleine balle. Genre là, mon corps, il est en mode, j'avais l'impression vraiment de me vider, Bah, il mais relâche les 15 ans, quoi.
Mais vraiment, mais c'est ouf parce que j'ai eu l'impression que mon corps lâchait tout ce qu'il avait gardé en lui aussi, depuis que j'étais petite. Bah oui, ça m'étonne pas. C'est ouf Oui, et donc du coup, bah, j'ai eu mes règles pour ces premières fois qui ont duré 4 jours. Du coup, voilà, j'ai réinvesti dans les culottes de règles parce que c'est ma méthode à moi, qui j'estime est la plus, propre pour moi et qui me convient très bien par rapport à mon mode de vie aussi. Hem Et au final, bah, j'ai été étonnée de finalement pas être dans des montagnes russes. J'ai pas eu de poussée de boutons, aucun bouton. Genre d'ailleurs, je trouve que j'ai un visage qui est beaucoup plus beau maintenant qu'avant quand j'avais mon stérilet ou ma pilule. trop bien. Mon ventre, pas plus gonflé que ça, enfin un petit peu, tu vois? Mais pas plus qu'avant et je me suis dit: «Bon, bah, OK», puis quand ça s'est terminé, nickel, tu vois? Et après je me suis dit: «Bah, le but, c'est quand même de voir si je vais être vraiment cyclée» et donc du coup, je ne sais pas, coup de bol ou pas, 28 jours après, pile, j'ai re eu mes règles et du coup, je me suis dit: «OK, mon corps fonctionne Ouais, correctement» déjà. et du coup, là, je me suis dit: «OK, maintenant que je sais que mon corps fonctionne correctement, que je suis bien cyclée et cetera et que c'est mon année pour prendre soin de mon corps», du coup, là, je viens de rentrer dans mon parcours, de vitrification de mes ovocytes que du coup, je vais faire, cette année. Donc là, je suis on process. Est-ce que c'est un sujet, rapidement, où tu peux nous donner ton avis sur ça? Parce que je sais que ça questionne beaucoup les femmes. Est-ce que on doit faire congeler ses ovocytes? À quel âge? Pourquoi? Comment? Ouais. Alors, déjà en France, ce n'est possible que depuis quelques années. Avant, notamment, on les envoyait pas en Espagne, en Belgique, on le faisait pas chez nous. Maintenant, donc il y a ce qu'on appelle donc la préservation de fertilité de confort où effectivement les femmes peuvent congeler leurs ovocytes quand elles veulent. Bon, il y a une limite d'âge, hein, mais c'est enfin voilà, c'est quand même assez souple et non, bah, ça, moi, je trouve ça bien parce que justement, ça peut permettre aussi aux femmes de se dire: «Bon, bah, j'ai le temps». J'ai le temps de faire ce que je veux, j'ai le temps de trouver la bonne personne aussi. J'ai le temps de créer la vie que je veux avant. Donc non, moi je trouve que c'est très bien. C'est vraiment très bien de Et du pouvoir coup, quelque part, ça fait baisser le cortisol. bah, c'est n'empêche, c'est l'horloge biologique en moins, que tu as, tout le temps en train de te dire: «Bah, j'ai 35 ans, faudrait peut-être que j'y aille». Voilà, là tu sais que bon, bah, ils sont congelés, c'est bon, ils sont là. Tu as le temps. Ouais, Donc ouais. non. Mais c'est vrai que du coup, c'est un parcours qui est un peu, impressionnant et je sais que du coup, je ferai un épisode dessus quand, j'aurai vraiment suivi le process parce que c'est quand même alors moi, j'ai de la chance, j'en parle dans un autre épisode, mais moi, je peux me payer, tous les soins qu'il y a autour de ça donc c'est quand même, un ticket, tout cumulé avec les médicaments, les piqûres, la ponction, les allers-retours, l'hébergement sur place et cetera. On a à peu près un ticket à 10 K. Ouais, quand même. Mais pour moi, c'est un investissement sur mon futur parce qu'en fait, je me dis: «Bah, c'est 10 K qui vont me permettre de choisir la bonne personne, de pas mettre la pression sur l'homme qui partagera ma vie sur, bah, j'ai 34 ans, 35 ans, 36 ans, ça va commencer à être compliqué et cetera» et comme je l'ai évoqué avant, on m'a quand même enlevé un bout de mon utérus, donc potentiellement, il a moins de place pour s'accrocher, quoi. Et en même temps, je me suis dit, bah, que ça allait sans doute tellement m'enlever cette pression que ça se trouve, j'en aurais jamais besoin. Oui, c'est Je vais possible. peut-être tomber enceinte complètement naturellement et ça me laissera l'opportunité de pouvoir les donner à Aussi. une femme qui en aura vraiment besoin et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien et puis tu as ça en backup. Enfin, tu sais que voilà, tu les as, c'est non, non, ça c'est génial. Moi, je suis totalement, convaincue que c'est une très bonne chose. C'est arrivé encore une fois un peu tardivement en France, mais non, non, c'est top et c'est un parcours par contre effectivement qui est très, enfin, c'est un parcours hormonal quoi. On t'injecte une dose d'hormones qui est un peu plus conséquente que ce que tu es censé avoir parce que là, on essaye de faire, évoluer plusieurs ovocytes en même temps pour pouvoir, bah, les ponctionner en une fois et pas te faire revenir tous les cycles. Donc tu as quand même effectivement, une belle charge hormonale sur ce coup-là, mais enfin, ça vaut le coup. Ouais, Ça vaut le coup. bah, j'ai hâte, de le faire et d'enregistrer un épisode, pour parler de ce parcours-là parce que je pense que ça pourrait encore une fois aider pas mal de femmes. Ouais, non, non, c'est bien et par contre, je rebondis, ta colonisation, ça n'empêche pas du tout, l'implantation de l'embryon. C'est pas au même endroit donc tu Ah pas de ouais? souci pour ça. Après elle m'a pas enlevé beaucoup, hein, Ouais, mais mais je pense que normalement, ça ne change rien. OK. Malheureusement, on va déjà devoir conclure. On aurait pu, continuer encore pendant des heures et peut-être qu'on refera un autre épisode, dans quelques mois ou années pour, continuer d'évoquer ces sujets qui vont faire que évoluer. Mais tu connais la tradition parce que je sais que tu écoutes mon podcast. Je vais te poser la dernière question pour clôturer. Pourquoi selon toi, on est tous et toutes des étoiles filantes? Je pense effectivement que
on est on a tout un potentiel qui, ne demande qu'à sortir de nous. On est toutes des étoiles, on est toutes brillantes et ouais, on est je pense qu'on n'utilise pas 1/10 de nos capacités et c'est génial justement qu'il y ait des personnes comme toi qui peuvent nous permettre de voilà, d'optimiser ce potentiel et voilà, je suis vraiment très contente en tout cas d'avoir, croisé ta route. Tu m'as vraiment permis de pouvoir, exploiter ce potentiel et bah, c'est génial. Voilà. Tu vas me faire pleurer. Bah, moi, le plaisir est partagé. Tu sais que tu as un gros soutien moral, maintenant et pour moi, il y a tout le côté médecine, tout le côté factuel et cetera, mais les signes, ne trompent pas et je pense que quand il y a des âmes qui sont faites pour se rencontrer, ça match et du coup, hâte de voir, la suite de nos aventures. Merci Léa. Merci à toi.